Bien. Bonjour à tous. Rendez-vous habituel concernant la littérature gabonaise. On va donc aujourd'hui découvrir une nouvelle œuvre. Si vous avez en fond sonore Pierre Claver Akenenge, c'est aussi pour rappeler que l'artiste vient de fêter ses 74 ans. Et voilà, c'est une façon comme ça de lui rendre hommage. Donc, merci d'être au rendez-vous, à ce rendez-vous qui devient une sorte de rituel pour célébrer la littérature gabonaise en particulier et sa culture d'une façon générale. Aussi, je devrais recevoir l'œuvre de Mouette Destiné Mboga, Une âme aux enchères. Donc ça fera l'objet d'un autre live aussi dans, on va dire, 2 semaines. La semaine prochaine, actualité oblige, on rendra un hommage à l'un des pères, sinon le père même de la littérature en prose, gabonaise, à savoir le désormais regretté Robert Zoutoumba, qui nous a quittés en milieu de semaine. Donc on lui consacrera un live la semaine prochaine. Alors comme je le disais tantôt, la musique qui va nous accompagner, c'est Pierre Claver Akenenge dans les albums Africa Obota et Nandipo. Alors, donc aujourd'hui, c'est essentiellement question d'un livre intitulé Eding, le fruit défendu. Alors, l'œuvre est de Owali Antia. Donc, l'auteur se fait appeler Owali Antia, c'est son nom d'auteur. Comme vous voyez, un peu le livre se présente avec beaucoup de mystères. Des mystères d'abord concernant la noirceur de l'œuvre, disons de la couverture. Aussi le fait qu'il n'y ait pas grand chose sur l'auteur qui semble cacher son jeu. Donc ici le roman, je vais m'attarder un peu sur la couverture. J'aime beaucoup la couverture fait en papier glacé, on dirait un genre de roman photo. Très beau, et puis on a un excellent mannequin derrière, et c'est drôle comme la correspondance entre le rouge et le noir, on dirait un clin d'œil à Stendhal, mais il y a du rouge ici, et elle aussi elle a des lèvres rouges. Est-ce le sang, est-ce je ne sais pas, l'amour, est-ce que c'est à quoi renvoie ce rouge là? Ce sera à découvrir dans l'œuvre. Je peux déjà dire que l'une des pistes, ça peut renvoyer au sang du point de vue de la filiation, parce que dans l'œuvre, il sera beaucoup question de descendance d'enfants, et on va l'expliquer tantôt. Alors, l'œuvre, elle est divisée en 20 chapitres, moi je dirais 20 épisodes, parce que le roman est écrit à la manière un peu d'un feuilleton télévisé. Et ce n'est pas une injure de le dire, un peu comme un telenovela, mais sans nécessairement certaines facilités qu'on peut retrouver dans les telenovelas notamment. Donc l'œuvre apparemment c'est un projet qui est né en ligne, hein. C'est à partir des courtes histoires que l'auteur écrivait sur Facebook, et ça a donné lieu à un projet littéraire, et ça c'est le tome 1, et bientôt apparaîtra le tome 2 d'ici peu. Donc d'après ce que je crois entendre, le tome 2 serait un sacré mélange entre la romance et puis des investigations policières, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, mais revenons un peu, qui est l'auteur? Alors, ça, c'est pas évident. J'ai pas, pour l'instant, l'auteur dit ne pas vouloir se montrer, sans vouloir se cacher. Elle ne se cache pas, mais ne se montre pas.
Ce qu'on sait, c'est qu'elle a fait ses études secondaires, toutes ses études, en fait, toute sa scolarité jusqu'au supérieur dans le Haut-Togo. Elle est originaire aussi du Haut-Togo, d'où son nom d'ailleurs, donc Wali Antia, la bonne nouvelle. Donc elle a, pour les études, elle a fait un bac C et actuellement elle est ingénieure installée en France. Voilà ce qu'on peut dire d'elle. Elle a tenu aussi à préciser qu'elle n'a pas plus d'un acte de naissance. Comme c'est, paraît-il, désormais la coutume dans le Haut-Togo. Donc, l'œuvre, comme je disais tantôt, est constituée de 20 chapitres, sinon 20 épisodes. Je parlerai beaucoup plus d'épisodes, parce que c'est vraiment l'histoire d'une romance. Une romance. Alors, d'abord, qui est le personnage central? Voilà, le personnage central, c'est Dominique Abada, alias Domi. Dominique, qui est Dominique? C'est une jeune fille de 26 ans qui apparemment n'est pas partie sur le chemin souhaité par son père. Et elle rêve de réussir dans tout ce qui est le monde de la communication, le show business. Elle rêve d'être une grande présentatrice à la Oprah Winfrey. Et elle opterait pour le nom de Lady Domi comme nom de célébrité. Donc dans le prologue, on découvre Lady Domi en train d'animer une soirée événementielle consacrée aux arts, à la culture africaine, disons d'Afrique centrale. Et ça se passe à Libreville. Ensuite, c'est aussi une fille, c'est une vraie pembèche d'ailleurs, qui ne se prend pas pour rien. C'est vraiment, elle se prend pour une. Elle est toujours sur ses chevaux, sur ses grands chevaux. Elle a un petit côté insolent, vraiment un caractère insolent, parfois méprisante aussi, mais à la fois aventurière. Je la qualifierais d'aventurière aussi bien sur le plan intime que sur le plan personnel. Et sa grande aventure, vraiment, c'est de réussir dans le monde des médias. Elle a son père qui est aussi quelqu'un de respectable, hein, qui est avocat, si mes souvenirs sont bons. Et elle est issue d'un milieu en tout cas aisé. Elle a des frères et des sœurs. Et sa vie est partagée en fait entre plusieurs hommes. Et à 26 ans, c'est quoi sa vie? Je peux vous relire un petit passage qui résume un peu sa vie, disons sa vision ou bien son vécu du point de vue sentimental. C'est quoi son rythme de vie, comment elle conçoit en fait ses relations jusqu'à présent. Parce qu'il faut dire que c'est une croqueuse d'hommes. Croqueuse d'hommes parce qu'elle a tous les atouts pour ça. Un physique attrayant. Un goût exquis pour les belles choses, donc les parfums, les vêtements de marque et tout le reste. Alors, là, elle raconte un peu une de ses aventures. Ça tient à un paragraphe. Donc, elle dit, nous nous étions rencontrés environ 6 mois plus tôt en boîte de nuit. Il était de sortir avec sa bande de copains. Quelques œillades, échange du numéro et après 2-3 rendez-vous, c'était plié. Métis, camerounais allemand, charmant et élégant. Physiquement, il était à mon goût et ça me suffisait. Nous étions clairs dès le départ. C'était même moi qui avais établi les règles. Primo, pas de prise de tête, juste de pied. Secondo, discrétion absolue. On ne se raconte pas nos vies. Tertio, un SMS avec le lieu et l'heure, on fait nos affaires et ensuite chacun prend sa route. Donc c'est un peu le type de relation qu'elle entreprend, disons qu'elle a jusqu'à présent avec les hommes. Mais ça c'est jusqu'au jour où un certain Benoît Bekolo s'incruste un peu plus dans sa vie. Alors qui est le personnage? Lui c'est un haut cadre hein, qui
qui travaille à la présidence de la République camerounaise. Alors, je ne l'ai pas dit, le lieu, en fait, le lieu de l'histoire varie. On se retrouve tour à tour en Chine, au Gabon, au Cameroun, à Sao Tomé, voilà, en Russie même. Et c'est comme un tour d'horizon comme ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement de description des lieux en tant que tels, mais on a des endroits précis dont on parle et puis dont on présente exactement où se passe l'histoire. Donc c'est une sorte de voyage comme ça qui se déroule à travers le roman. Alors le personnage, pour revenir à Benoît Bekolo, il est un haut fonctionnaire à la présidence de la République, je pense peut-être aide de camp ou commandant d'une unité de sécurité. Alors, ils se sont connus, elle avait 16 ans, lui il avait 25, donc il y a 9 ans d'écart entre les deux. Et ils se sont perdus, bon, leurs parcours se sont un peu séparés. Bon, il s'est marié à une autre, Félicia, une métisse franco-béninoise. Donc, et elle est au cadre aussi dans une compagnie de téléphonie, une compagnie de télécom. Alors, oui, c'est Orange Cameroun. Et donc, avant Benoît, il y a aussi Stéphane. Stéphane comment s'appelle? Stéphane et Domi ont eu une relation aussi. Alors, il se trouve que ça a mis le temps que ça a mis, mais après, Stéphane se retrouve avec Lydie. Lydie qui est la cousine de Domi. Bon, Domi, c'est plus tant son affaire, mais ce qui l'intéresse avec Stéphane, c'est que Stéphane a de l'ambition. Stéphane veut, disons, bâtir des compagnies, en tout cas c'est un PDG, il vient de lancer une entreprise, notamment une chaîne de télécommunications. Donc, et Domi espère travailler dans ce secteur. Sauf que Lydie, elle voit ça d'un mauvais œil. Et elle sait que sa cousine est une croqueuse d'hommes et elle est jalouse au point que c'est presque maladif. En tout cas, elle est sur ses gardes. Donc, elle ne veut pas de ça. Il faut dire que Lydie, la cousine, elle est actionnaire auprès de son mari Stéphane. Alors, Stéphane, lui aussi, c'est quelqu'un de très volage. Alors, vous allez remarquer en lisant l'œuvre que la sexualité est évidemment l'un des points centraux de l'œuvre. Et c'est drôle quand je fais le parallèle avec la première œuvre qu'on avait déjà vue, à savoir Les Veuves. Et on a vu aussi la dernière fois, comment on l'appelle, l'autre, c'était déjà quoi? Non, chez Amoine Pambo, il n'était pas question de sexualité. Mais voilà, donc il y a une permanence du thème de la sexualité qui revient très souvent et de manière vraiment très décomplexée. Et pour cela, je vais vous proposer un passage qui est exquis, il faut le dire, parce que l'œuvre est aussi pleine d'humour. Hein. Des fois, on fait des descriptions du corps humain avec beaucoup d'humour. Et on a retrouvé aussi dans l'œuvre un certain parler un langage typiquement camerounais que j'ai aussi apprécié. L'œuvre se lit assez facilement parce que déjà il y a beaucoup de dialogues, les épisodes s'enchaînent les uns après les autres. On a envie de suivre, on a envie de lire la suite, on a envie de lire tout ce qui suit. Donc, ici, il y a une forte tension entre Benoît et Domi. Pourquoi? Parce que Benoît, lui, il est marié déjà. Il est marié à Félicia. Et Domi, et lui, il aime Domi. Alors, il veut d'abord l'utiliser comme second bureau. Elle, c'est ce qu'elle ne souhaite pas. Parce qu'il lui offre une petite villa et puis dit non, moi je veux pas ça. Soit je suis la titulaire ou alors on continue de vivre comme on continuait, c'est-à-dire on se voit quand on peut. Mais lui, il voulait
consigné comme deuxième bureau. Et là, donc, de part et d'autre aussi, il y a, comment on appelle, des pressions familiales. D'un côté, il y a la mère donc de Benoît qui espère avoir des petits-enfants. Or, jusqu'à présent, ça fait 5 tentatives déjà que le couple Benoît et Félicia ne parviennent pas à avoir des enfants. De l'autre côté, il y a Domi qui a 26 ans et on lui demande de se caser déjà, de se trouver un homme. Et elle est... voilà, donc de part et d'autre comme ça, il y a des pressions sociales qui inciteraient les uns et les autres à orienter aussi leur cheminement personnel. Donc d'une part, il y a la question de la fertilité qui est posée chez le couple Félicia, Benoît et Félicia. Et il y a la question aussi du mariage. Alors chez Domi, c'est qu'on lui dit que à 26 ans, tu sais, la jeunesse, elle n'est pas éternelle, il faut que tu te maries, et ainsi de suite. Et que tu devrais arrêter de croquer les hommes, plutôt, au lieu de trouver quelqu'un de sérieux. Alors ce qui est particulier, c'est que à un moment donné, vu que de l'autre côté, Benoît, lui, il aimerait avoir un enfant et que ça n'arrive pas, il commence à se désintéresser de sa femme parce que celle-ci n'arrive pas à procréer. C'est là qu'il veut se rabattre sur Domi pour avoir, évidemment, il veut finalement concrétiser, aller au-delà de la simple relation informelle. Il aimerait concrétiser ça en quelque chose de... Mais sauf qu'il est pris entre les deux. Il y a comme un dilemme entre lui, entre choisir sa femme et choisir Domi. Alors l'une des scènes, je disais, qui est assez torride, non pas seulement que c'est torride, mais je pense que c'est assez bien écrit. C'est la rencontre un soir où Benoît vient chercher Domi pour évidemment et elle sort en petite tenue et la scène se passe non loin à quelques encablures du lieu de domicile de Domi. Alors je vais lire: sans que le paresseux qui faisait office de gardien ne remarque quoi que ce soit, je sortis de la concession par le petit portillon. La rue était faiblement éclairée par une rangée de lampadaires allumés de manière aléatoire. Seul le hurlement d'un chien se prenant pour un loup brisa le silence de cette nuit fraîche. Une légère brise fit voltiger les mèches de mes cheveux. Je rabattis les 2 pans de mon peignoir et traversai la rue pour monter dans la grosse voiture de Ben qui était garée de l'autre côté de la chaussée. Les premières mélodies de Another Day in Paradise de Phil Collins, repris par Brandy et Reggie, emplissait l'habitacle lorsqu'il m'ouvrit la porte de l'intérieur. Monsieur avait ressorti son CD de vieillerie. « Rebonsoir, Nounos », me salua-t-il avec un large sourire aux lèvres révélant ses dents du bonheur. « Rebonsoir, mon commandant. Combien de fois vous ai-je dit que les chars de guerre sont faits pour le front et non la ville, qui plus est pour escorter une lady ?» le taquinai-je. Il éclata de rire. « Toi, tu es déjà monté dans un char pour savoir à quoi ça ressemble ? Bien sûr. Ne suis-je pas dans un actuellement ? Non, ma belle, tu es présentement dans un carrosse. Ton carrosse, rajouta-t-il, en prenant ma main pour y déposer un baiser sur le dos. La lumière de l'habitacle s'estompa, nous laissant dans l'obscurité. J'étais d'humeur joueuse, alors je continuai de le titiller. Dans la citrouille, tu veux dire ? Minuit est passé depuis un long moment déjà. Je lui tirai la langue et il me tapa le nez avec son index avant de mettre le contact et faire vrombir le moteur de sa voiture. Ok, si tu veux, Cendrillon. Bon, on y va. Oh là, cale d'abord ton pied, mon ami. Tu as vu l'heure? Tu veux m'emmener où? Mais dans un endroit où on pourra se mettre bien, Nounos, me répondit-il naturellement, comme si c'était une évidence. Bon, ok. On va mettre les choses au clair tout de suite pour éviter tout malentendu. Ce que tu fais là, débarquer chez moi à pas d'heure pour m'entraîner je ne sais où, me faire je ne sais quoi, ça s'arrête ici et maintenant. Mais je n'ai pas fini. Ne m'interromps pas, s'il te plaît.
Vas-y, soupire-t-il et en s'adossant sur l'appui-tête. Tout à l'heure, tu m'as demandé de te laisser du temps pour faire en sorte que nous deux, ce soit possible. Il hocha la tête. Soit. Dans le même temps, si j'avais bien compris, tu veux qu'on ait une relation exclusive. Ou du moins que moi, je n'aille plus voir ailleurs, puisqu'en attendant, toi, tu seras toujours bel et bien marié. Il acquiesça à nouveau. Donc j'ai une question. Dans le scénario que tu t'es fait dans ta petite tête, ça va se passer comment concrètement? On va continuer à se voir de temps en temps dans des chambres d'hôtel comme ça, ou tu vas venir me soustraire du domicile familial à des heures incongrues comme un voleur. Tu as cru que... Il posa son index sur ma bouche et avant que je ne puisse prononcer un mot de plus, s'empara de mes lèvres. Je reculai, mais il plaqua sa main droite sur ma nuque pour me forcer à répondre à son baiser. Je voulais lutter et réprimer cette envie qui s'éveillait en moi lorsqu'il posa sa main à l'intérieur de mes cuisses, mais je n'y parvins pas. Je mis mes mains de part et d'autre de sa tête pour approfondir notre baiser et instinctivement écarter mes jambes pour qu'il puisse se frayer un chemin plus facilement vers la tanière de bébé ours. Petite coquine, me grogna-t-il dans le creux de l'oreille, en découvrant que n'ayant pas mis le dessous, j'étais déjà en âge, sans qu'il ait eu à vraiment faire quoi que ce soit. La dernière fois qu'on avait eu des rapports datait de plus d'un mois. Entre-temps, je n'ai vu que Gabriel. Au regard de ses piètres performances sexuelles, je pouvais considérer sans risque de mentir que je n'avais rien fait. D'un geste vif, il baissa le dossier de mon siège et se plaça au-dessus de moi par je ne sais quelle agilité. Je me réjouissais à ce moment que sa voiture fut si spacieuse pour m'éviter d'avoir à me transformer en contorsionniste. Il remonta ma nuisette lentement jusqu'à me l'ôter complètement. Il sourit à s'en déboîter la mâchoire lorsqu'il vit mes seins. « Vous m'avez tellement manqué, mes bébés !» Il les saisit des deux mains et les dévora avec avidité. Je poussai un gémissement rauque. Je triturais mes oreilles de plaisir. Il souffla dessus et les goba à nouveau. Ce chaud et froid, ce sec et humide qu'il faisait régner sur ma poitrine était une torture sans nom. Je transpirais de la tête. Ça chauffait et grattait tellement que j'envisageais de retirer ma greffe posée à peine une semaine auparavant. Mon cœur battait la chamade. De l'air. Je commençais à manquer d'air et me tordais de plaisir comme un gros ver de terre. J'ouvris les yeux. Toutes les vitres étaient embuées. Les paroles de Easy Lover de Coco, emplissant l'habitacle, rendaient l'instant encore plus érotique et romantique. Il abandonna mes seins pour parcourir chaque centimètre de mon buste de doux baisers tout en me palpant. À travers son jean, je sentais que papa ours était à l'étroit. J'entrepris de déboucler sa ceinture et ouvrir les boutons pour le libérer. Je le massai. Tendu et humide, il sautillait dans ma main comme un enfant retrouvant sa mère à la sortie de l'école. Il se mut au même rythme que moi en gémissant. Il se redressa et plaça son membre en face de mon antre. Je voulus refermer mes jambes, mais il me bloqua et me perça du regard. « Tu es si belle, je ferai de toi la femme la plus comblée du monde. Si seulement tu m'en donnais la possibilité. » Mon cœur se gonfla de joie, je n'en croyais pas mes oreilles. Quelle fille n'avait jamais rêvé de s'entendre dire ce genre de paroles et qui plus est, par l'homme qu'elle aimait au plus profond de son être? Aucune. On rêvait toutes les du prince charmant qui soulèverait des montagnes et décrocherait la lune pour nos beaux yeux. Alors, même si je savais que la vie était loin d'être un conte de fées, à cet instant précis, dans les bras de cet homme, j'avais envie d'y croire. « Je suis à toi, Ben. » Je l'enlaçai tout en refermant mes jambes dans son dos pour qu'il s'engouffre en moi et m'abandonnai complètement à lui. Il me pénétra de tout son long, lentement, centimètre par centimètre, et dans le même temps je quittais la terre pour un tout autre univers. Lui en moi, c'était juste indescriptible. Légèrement courbé vers le bas, son sexe raclait parfaitement mon point G, ce qui déclencha instantanément en moi des spasmes au niveau de mon bas-ventre. Il sortit presque entièrement avant de me redonner un coup sec. Il me laboura bestialement. Tantôt lent, tantôt rapide, le claquement de nos corps s'entrechoquant me procurait d'exquises sensations. Moi qui d'habitude étais tout en retenue, criais désormais à tue-tête à en perdre la voix.
Était-ce lié au lieu, aux circonstances, ou encore au fait qu'on ne se soit pas protégé? Je ne sais pas. Mais j'adorais ça. Oh oui, Nounours, vas-y, lâche-toi. Dis-moi tout ce qui te passe par la tête. M'encouragea-t-il, la voix haletante, la tête enfouie dans mon cou. Entre deux plaintes, je lui dévoilai mes craintes. Je t'aime, Ben. Je veux y croire, mais j'ai si peur de te perdre. Je t'aime, Nounours. Je suis là. Je serai toujours là. Il se redressa et accéléra la cadence. Je le sentis se contracter. Je le sentis se contracter et me préparer à mon tour à jouir pour la deuxième fois. Je viens, Ben, la vertige d'une voix marquant l'urgence de la situation. Ouvre tes yeux, Nounours. Regarde-moi. J'exécutais son ordre et nos regards s'accrochèrent. La promesse était scellée. Notre accord tacite fut conclu lorsqu'une vive jouissance s'empara de nous simultanément. Alors, on a donc ici une sorte d'épisode érotique qui résume un peu, non pas la vie, mais surtout un peu l'un des aspects de l'écriture de l'auteur. Une écriture assez vive, okay, qui privilégie beaucoup les sentiments des personnages. C'est ce que j'ai aimé dans cette œuvre, à savoir que même s'il y a un côté, bon, on va en parler, même s'il y a un côté qui est un peu à l'occidental dans la façon de présenter les sentiments des personnages, mais je crois que le pari a été réussi d'en faire un personnage entier, avec ses sentiments, ses colères, aussi sa façon de regarder, de voir le monde. Alors ça, ce n'est que l'un des aspects de l'œuvre. Moi, ce que je voulais surtout m'entretenir, c'est surtout sur... bon, on peut revenir sur le plan stylistique, évidemment, il y a beaucoup d'humour. Bon, beaucoup d'humour, il a de l'humour. Il y a par exemple comment dirais-je, la façon dont elle regarde les autres, c'est toujours avec un certain dédain. Domi regarde les autres avec beaucoup de dédain, vraiment, elle est une vraie pembèche en fait, avec beaucoup de hauteur, elle est hautaine, son port altier la rassure. En fait, étant donné que le monde, principalement les hommes, sont à ses pieds, eh bien, elle en fait qu'à sa tête. Et pour elle, c'est un peu le point de départ de toute une vie. Alors, aussi, dans le style de texte que j'ai aimé, je l'ai déjà dit tantôt, c'est à savoir qu'il y avait beaucoup de dialogues, mais les dialogues ne sont pas faits que pour remplir l'œuvre, mais c'est aussi parce qu'il y a vraiment de vraies discussions. On retrouve par exemple des discussions entre filles, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles pensent des hommes, ainsi de suite, leurs ébats, ainsi de suite. Il y a aussi le dialogue entre les discussions ou les disputes. Je pense que c'est assez bien réussi. Je voulais entrer sur le sujet du corps de la femme. Parce qu'il est beaucoup question du corps de la femme dans l'œuvre. D'abord, le corps de la femme, c'est Domi elle-même qui se présente. Elle-même, elle se présente comme d'abord un attrait sexuel. Elle compte beaucoup sur son sexe appelle la rassure. Or, par le passé, quand elle était un peu plus jeune, dans les 16 ans, elle était un peu complexée par son corps, par ses rondeurs. Et là, jusqu'à ce qu'elle rencontre Benoît, qui la convainc qu'elle est très jolie, elle finit par prendre de l'assurance et elle va jouer sur ses atouts physiques pour, évidemment, pour prendre ses atouts physiques comme solidité, comme base nécessaire, on va dire en quelque sorte à sa survie, parce que elle qui était renfermée au départ va finir par s'ouvrir et s'affirmer en fait davantage. Elle va prendre beaucoup plus confiance en elle. Donc le corps le corps ici il est particulier parce qu'on va retrouver chez les femmes, en dehors de Lydie, et on va décrire un peu Lydie, en dehors de Lydie, les femmes ont une protubérance physique, des poitrines assez avantageuses, un derrière évidemment qui va avec,
et un goût pour le paraître, se mettre en valeur à travers les vêtements, les parfumeries, les parfums et tout ce qui est apparat, donc perruque et tout le reste. Donc ça, c'est chez les femmes, on retrouve un peu ce profil-là. Chez les hommes, par contre, généralement, ils sont toujours grands. On voit que c'est le fantasme, en fait, du personnage principal, des hommes grands, avec des mains, des fortes mains. Et là, ça me rappelle un peu les personnages de Pierre Cavert à Keningé dans le conte Ewul Poupa, où tout le monde a les cheveux longs, 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 et les autres sont grands, grands, grands. Et c'est un peu la particularité des personnages ici. Les garçons, les hommes en tout cas, sont très grands, des tailles mannequins, souvent bruns aussi, teint clair. Et il est beaucoup question quand même, même si on ne le dit pas souvent, il est beaucoup question de la couleur de peau aussi. On est beaucoup plus attiré par les personnes au teint clair, notamment les métis. Donc il y a Félicia qui est métisse, Domi rencontre un jeune homme métis aussi au cours d'un match de basket de son frère. Il y a plein de situations comme ça. Et par exemple, pour le physique, on voit qu'elle se moque beaucoup du physique de Lydie, par exemple. Lydie qui est à la fois sa cousine et puis sa rivale, entre guillemets. Alors, elle dit que elle décrit Lydie de la manière suivante. Elle s'accrochait à lui, donc à Stéphane, toutes les dents dehors et les cils battant aussi vite que les ailes d'une libellule. Elle croyait me rendre jalouse. Je ricanais intérieurement. Laide fille. Elle pense que c'est avec son visage en forme de pyramide, son nez froissé comme le piment et ses gros yeux de mouche que je peux lui envier quelque chose? Jamais. Mais ne nous égarons pas, recentrons-nous. Donc ici, on voit que la description, il y a la caricature, hein, le fait de d'écrire une personne avec des traits grossiers. Et ça rajoute aussi de l'humour à l'œuvre. Et donc il est question essentiellement de corps. Quand on n'a pas un corps assez gras, on va dire, quand on n'a pas un corps aux avantages protubérants ou des formes assez généreuses, on est moqué dans l'œuvre. Or, donc le canon de beauté, en fait, finalement, c'est celle qui est finalement celle qui est assez fournie en chair. Donc, c'est le canon de beauté qu'on va retrouver ici. Comme si c'était un message ou bien un contre-discours à la manière dont au canon de beauté finalement de l'Occident, où le mannequin doit être forcément filiforme, avec des mensurations d'1,72 m et plus pour forcément avoir pour défiler sur les podiums, ou bien pour être défini comme une playmat ou par excellence, ou le canon de beauté idéal même. Donc on retrouve ce canon de beauté là ici à travers disons le canon de beauté finalement d'un point de vue africain, parce que toutes les filles, toutes les femmes qui apparaissent en dehors bien sûr en dehors de Lydie sont assez généreuses physiquement. Donc ça, c'est l'une des particularités du corps, en fait, le corps féminin, ou le corps en général dans l'œuvre est présenté comme celui-là. D'abord, un avantage, c'est le sex appeal, c'est l'attrait sexuel, c'est un argument de taille dans la confrontation des regards entre l'homme et la femme. C'est d'abord ça. Et instinctivement, lorsque Domi, le personnage principal, rencontre ou voit un homme, elle le dévisage, elle le déguste d'abord pour ce qu'il est physiquement. Donc physiquement, elle va déguster ce qu'il est et s'imaginer des choses. Lui, avec ses grandes mains, je pense qu'il pourrait faire ceci ou cela. Donc c'est cette façon de regarder, de percevoir le corps, en fait, la mise en... Et le corps aussi, il a ses mises en scène. C'est l'un des aspects, la mise en scène du corps, donc à travers le parfum, les vêtements, ainsi de suite. On voit qu'il est beaucoup question de Louboutin, de marque de vêtements dans le... Donc là, on est dans la mise en scène du corps. L'autre aspect aussi, c'est
c'est le corps non plus seulement comme attrait, comme argument finalement, mais aussi le corps dans son ontologie. Parce que je vous disais tantôt que de part et d'autre, les familles font pression pour que chaque personne ait des enfants ou bien qu'elle se marie. Et le corps ici, il est questionné parce que d'une part, la femme qui est vouée à la procréation finalement, cette thématique revient. Et la thématique a été plusieurs fois présente dans la littérature africaine. On pense notamment à la palabre stérile de Guy Menga, le héros comment il s'appelle, d'Amadou Kourouma, Fama, et lui aussi souffre de stérilité. Donc le héros de Mabankou, lui aussi souffre de stérilité. Donc on se retrouve un peu avec cette particularité là où on interroge le corps. Le corps comme celui qui doit prolonger la vie, mais qui se retrouve parfois dans l'incapacité de le faire. Et c'est le cas de Félicia, qui n'est pas qui n'a pas la chance de pouvoir enfanter, malheureusement. Donc le corps aussi, plusieurs fois le corps est représenté comme un objet. Vous voyez que dans dans l'extrait que j'ai lu, on parle de nounos par exemple. Donc le corps est souvent relié à un objet. Par moment, on le désigne dans le rapport entre Domi et Benoît par exemple, on voit que le corps, elle dit par exemple qu'il sait parler à mon corps. Voilà. Donc en fait, même lorsqu'elle ne veut pas être proche de lui, même lorsqu'elle lui reproche quelque chose, le problème c'est que physiquement elle ne peut pas. Parce que soit le corps cède disons, aux fantasmes, à tous les fantasmes, parce qu'il cède à ses envies, parce qu'il cède à tout ce qui est besoin physiologique. Donc c'est un peu ça. Et vous avez vu dans l'extrait que j'ai lu tantôt, c'est qu'elle elle perdait déjà tous ses moyens alors que Benoît n'avait encore rien fait. Donc ici c'est l'aspect charnel qui est privilégié ou qui est mis en valeur. Et là ça nous ramène un peu à l'image de la pomme qu'on revoit ici, si on veut remonter à la symbolique de Adam et Ève. Donc on voit un peu que c'est le corps qui est comme une forme de traîtrise. Alors je disais tantôt le corps objet, il y a aussi le corps animal. On va retrouver que des fois on l'appelle la lionne, okay? Des fois elle est nounours, donc à la fois objet et animal. Ça reprend un peu, et là c'est ce qui m'a un peu gêné parce que encore une fois on rattache un peu la femme pas gênée au sens moral, mais au sens esthétique, c'est-à-dire que c'est comme un lieu commun, quelque chose que j'ai déjà entendu, à savoir que les personnages, le personnage principal est présenté comme un animal, une féline, et ça rappelle des images aussi passées. On peut voir Marie-Josée Pérec qui avait un nom d'animal comme surnom, on l'appelle la gazelle ou la panthère, je ne sais plus trop. Les femmes noires, lorsqu'elles sont mannequins, généralement elles défilent avec des tenues, avec des motifs de félins. Serena Williams, souvent lorsqu'elle est sur un terrain de tennis, on dit souvent qu'elle est insatiable. Il y a toujours l'aspect féminin qui est rattaché à l'animosité ou l'animalité. Donc c'est l'un des aspects aussi du corps ici qui est sollicité. Sollicité aussi parce qu'il est question des fois des prostituées chinoises, ainsi de suite. Et l'un des aspects, c'est que le corps, c'est vrai qu'il est... on interroge aussi sa beauté, mais aussi son caractère éphémère. Le corps est quelque chose d'éphémère. C'est pour ça qu'on demande à Domi de se marier, d'épouser déjà un homme, de trouver un homme, parce que sa beauté ne sera pas éternelle. Sur le plan de l'histoire, donc ça c'est l'un des aspects que je voulais évoquer, à savoir le corps, comment est-ce qu'on présente le corps. Ça parle de l'un d'autre aspect pour revenir à l'histoire. Il y a que ici,
on voit que il y aura un dilemme maintenant entre un dilemme de la part de Benoît. Benoît veut se séparer de sa femme Félicia pour aller vivre avec Domi, mais en même temps, sa sœur n'est pas d'accord avec ça. Sa sœur est plutôt pour Félicia. De l'autre côté, il y a la mère qui fait des pressions, la mère de Benoît qui fait des pressions pour que celui-ci puisse avoir une progéniture. De l'autre côté, on a donc Domi. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit renoncer à Domi, disons renoncer à Félicia pour Domi? Lui, il s'interroge. Ça fait 5 tentatives, je le disais tantôt, qu'ils ont essayé d'avoir des enfants, mais ils ne sont pas parvenus. Donc lui, ça le décourage un peu et il aimerait aller voir, mettre fin à leur relation. Dans le même temps, Félicia, la femme de Benoît, a son père qui doit entamer une chimiothérapie. Donc il a un cancer et elle doit s'absenter du Cameroun pour aller pour aller auprès de son père. Cette période-là, Benoît, lui, il est en train de réfléchir aussi à comment quitter sa compagne, disons comment quitter son épouse. Et dans le même temps, à un moment donné, il se ravise. Okay? C'est le chapitre... le chapitre... Donc il y a un épisode où il se retrouve en Russie, au lieu d'être allé en Chine, il se retrouve en Russie. Et là-bas, il prend conscience finalement que maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne vais pas quitter ma femme alors que j'ai... pour cette fille-là. Donc, le défi maintenant, pour vous lecteurs, c'est de savoir comment tout cela va se terminer. Est-ce que Benoît va quitter est-ce qu'il va quitter sa femme pour Domi? Parce que là, il semble reculer. Donc, on est chapitre 17, je pense, Esprit embrumé, chapitre 17. Donc, il est en train de revenir un peu sur ses pas. Et il dit, et dire que j'étais à 2 doigts de tout foutre en l'air à cause de cette ensorceleuse de première. Donc ici, Benoît semble reculer et dit avoir été envoûté par Domi. Donc c'est un peu le dilemme auquel il est confronté maintenant. Va-t-il céder à ses penchants pour Domi, ou alors plutôt il va retrouver sa vie de famille, sa vie de mariage avec sa femme Félicia. Donc c'est l'un des aspects ici. Et on voit aussi que ce qui est étrange, c'est que tout de suite après, le rapport de l'homme, en fait l'homme est présenté comme un prédateur sexuel, parce qu'il y a une scène aussi, débat sexuel lorsqu'il se retrouve, parce que Benoît offre finalement un voyage à Sao Tomé. Il offre comment il s'appelle, à Domi, et ils vont là-bas et c'est comme ils ont alors au cours de l'acte, il le fait avec un temps de violence, c'est comme s'il voulait se venger. Mais se venger de quoi? C'est parce que précédemment, au cours d'une soirée dans une boîte de nuit, Domi aurait cédé, d'après les dires de ses consoeurs, aux avances de quelqu'un sous l'effet de l'alcool. Elle aurait cédé à quelqu'un dans une boîte de nuit. Et lui, il l'a appris. Comment il l'a appris? En fait, il la surveille aussi. Il y a un petit côté, on va dire, psychopathe chez lui, où il surveille Domi, il la fait suivre pour savoir où elle est, ce qu'elle fait, qui elle rencontre, ainsi de suite. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'il y a aussi. Et l'enjeu ici, en fait, c'est de comprendre que l'œuvre n'est pas, disons, l'histoire n'est pas racontée par un seul personnage. Et ça, c'est intéressant, cette mise en abîme, là, en fait, il y a des regards croisés. Des fois, on s'achève, disons, on ne donne pas la suite d'un épisode,
Et en fait, la suite est racontée par un autre narrateur, à savoir Benoît. Donc des fois, c'est Domi qui raconte l'histoire, des fois, c'est Benoît qui la raconte. Et donc ce jeu de regard, ça nous permet de voir un peu, de mieux expliquer. Au lieu que ce soit par un narrateur qui nous dise tout ce qu'il voit, là, c'est les deux personnages principaux qui vont raconter selon leur point de vue. Donc par exemple, quand on découvre que lui, il fait suivre, on a des soupçons qu'il fait suivre Domi, mais c'est quand lui-même il prend le récit, quand il prend en charge le récit, personnellement, c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, il a fait suivre. Donc c'est ce qui est très intéressant. Et c'est aussi intéressant de voir qu'au-delà du fait que l'homme ici est présenté comme un prédateur sexuel, mais il est d'une jalousie extrême. Parce que lui, qui a déjà un foyer, il est très jaloux à l'égard de la femme avec qui il trompe sa femme. Ça aussi, c'est, on va dire, une forme d'écriture sur la psychologie des personnages. Et c'est une idée très répandue selon laquelle ceux qui trompent leur femme sont toujours les plus jaloux et parfois jaloux à l'excès. Donc, ici on a parlé du corps de la femme, du corps de l'homme. La femme est à la fois objet sexuel, à la fois atout sexuel, à la fois charme, à la fois objet même totémique, parce que il y a un épisode aussi où dans ces mésaventures sexuelles, dans ces mésaventures amoureuses, Domi rencontre un qui est plutôt fétichiste. Lui, il s'adore, tout ce qu'il apprécie, ce sont les pieds des femmes. Donc il va juste se contenter de lui faire des baisers sur ses pieds. Donc il y a comme ça la femme objet, la femme totem, la femme même fétiche. Et on va retrouver aussi, au-delà de ça, le fait que dans l'œuvre, la femme a aussi en fait représenté sous la forme d'un animal, la lionne, le nounours. Donc tout ça, est-ce que ça met en relief la perception de l'auteur sur les rapports homme-femme? Parce qu'on voit aussi que chez le personnage, il y a un désir d'indépendance. Indépendance vis-à-vis de la famille d'abord, parce qu'elle ne veut pas faire ce que son père voudrait qu'elle fasse. Aussi indépendance vis-à-vis des hommes, parce qu'elle refuse tout le temps l'argent que Benoît lui remet. Mais pourtant, Benoît a beaucoup d'argent. Elle refuse aussi tous les biens matériels, donc la maison, tout le reste qu'on lui offre. Elle refuse d'être en fait un objet. Elle refuse d'être en fait une sorte de faire-valoir. Donc, ce qui est particulier, c'est qu'en même temps, elle veut s'émanciper, elle veut se présenter comme une personne émancipée. En même temps, elle s'accroche quand même à une vie, à une double vie. Elle accepte quand même une condition de second couteau, on va dire. Alors aussi, il y a un autre élément qui va survenir, à savoir que à force de rapports non protégés, elle oublie une fois la pilule et elle commence à avoir des changements du point de vue corporel. Et les autres lui font remarquer ça aussi. Donc là encore, on revient à la thématique du corps où les autres s'aperçoivent, ah ben tiens, comme tu as grossi, ainsi de suite. Ah ben non, je suis correct. Et on voit que dans sa façon dans cet aspect, le corps finalement, c'est aussi un messager. Il porte un message, il parle, il dit des choses qu'on est capable de percevoir sans que la personne ne dise mot. Alors, est-ce que je vous recommanderais de lire cette œuvre? Évidemment que oui, pour plusieurs raisons. D'abord, pour un premier roman, c'est pas évident. C'est pas évident pour un premier roman. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'efforts quand même d'écriture. J'ai retrouvé un peu dans la façon d'écrire, à certains endroits, il y a eu une forme d'écriture un peu qui ressemble à la manière d'écrire de Bessora. Tout en légèreté, il y a l'efficacité des phrases. On ne va pas privilégier des longues phrases. C'est peut-être aussi, là c'est peut-être en lien avec peut-être la formation de l'auteur, à savoir que habitué aux formules exactes, à l'exactitude des choses, aux choses un peu carrées,
parce que sa formation, elle est scientifique de formation, ingénieur. Donc, ça oriente peut-être sa façon d'écrire avec des phrases justes, des phrases simples qui vont à l'essentiel. Okay? Donc, on est comme dans ce roman, l'écriture épouse un peu la forme de, on va dire, les atours, les apparences d'une science exacte. On veut dire ceci, on le dit. Donc il n'y a pas trop de phrases à la Marcel Proust ou bien quoi, non. C'est une phrase, maximum 2 lignes, pas plus, et on avance. Ça rend le récit assez efficace. Et s'il fallait écrire, je pense que c'est ce mélange-là entre cette façon d'écrire-là. Après, il a manqué